Vous pensez qu'Emmanuel Macron a une manière autoritaire de gouverner la France? Vous êtes bien optimiste. Taisez-vous. En Non mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Chers amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur un sujet clé, un sujet qui me plaît, sur lequel je mène un petit peu l'enquête depuis un certain temps. Il est l'heure de vous révéler cette enquête. Avant toute chose et avant de creuser cette affaire-là, n'hésitez pas les copains à vous abonner à la chaîne YouTube de Juste Milieu. Vous le savez, vous pouvez également mettre le pouce bleu. Ça après, c'est un choix. On est encore un peu en démocratie, vous faites ce que vous voulez. Alors aujourd'hui, sujet chaud. Vous vous en doutez, cette histoire de secret de défense qui est l'une des armes nucléaires de la gouvernance à la sauce Macron, comme vous allez le voir. Et c'est vrai qu'on a de belles choses à dire, même si, tu vois, on est juste milieu, il faut partir quand même d'un constat humaniste. Je suis humaniste. Emmanuel Macron est un fervent soutien des médias. Non, mais il faut le dire, parce que les gens critiquent et tout. Non, tu vois, 3 janvier 2018, il fait un discours. Un peu larmoyant. Il y a les attaques en Europe, des choses comme ça et tout ça. Et il rappelle l'importance de défendre les médias. La liberté de la presse aujourd'hui n'est plus seulement attaquée par les dictatures notoires. Elle est aussi malmenée dans des pays qui font partie des plus grandes démocraties du monde. Même chose, le 3 mai 2022, il fait un tweet où il écrit « À l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse et comme chaque jour en France, la France sera toujours du côté de ceux qui luttent pour nous informer, qui se battent pour écrire la vérité. » Bon, alors voilà, tu t'en doutes, c'est comme un proctologue qui te dit que lui, ce qu'il aime, c'est avant tout la tendresse et la douceur. Tôt ou tard, tu l'as dans le cul. Je suis désolé, c'est un métier, c'est comme ça que ça se passe. Donc avec Emmanuel Macron, c'est un petit peu pareil. Il peut te caresser la nuque, mais à un moment donné... voilà, tu tousses, à un moment donné, il faut tousser. Et là, c'est vrai qu'avec cette vidéo, on va beaucoup tousser. Parce que autant Emmanuel Macron et son gouvernement peuvent multiplier les déclarations positives à l'encontre de la défense des droits de la presse, autant la réalité sur le terrain, et voilà. Parce que, comme je vous le disais en introduction, Emmanuel Macron dispose d'une arme nucléaire contre la liberté de la presse, une arme qui ne dit pas son nom et qui est beaucoup plus malsaine que ce qu'on pourrait penser. C'est tout l'objet de cette vidéo. Alors, tant qu'on est dans les constats, on va commencer avec ce constat-là qui est assez terrible et qui s'est récemment manifesté. Les journalistes en France sont de plus en plus sous pression. Ah ouais, sincèrement, on dirait Mimi Mati dans un ruck de rugby. C'est assez tendu, il y a le Canard enchaîné qui nous l'a rappelé dans son édition du 27 septembre. Beaucoup de choses de ce que je vais vous dire dans cette vidéo sont sourcées d'après cette édition du Canard. On apprend que depuis que Macron a été élu, une dizaine de journalistes ont été arrêtés, je cite, à la demande de la justice par la Direction générale de la sécurité intérieure, et ce pour des motifs de compromission du secret de la sécurité nationale. Alors, cette notion de secret défense, elle est essentielle. Dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est vraiment le nom que porte cette arme nucléaire, une arme qui ne date pas de Macron, comme je vais tout vous expliquer, mais qui permet aujourd'hui de sombres errances, et bien plus que ça. Par exemple, dans les cas les plus récents de journalistes menacés en France, de journalistes qu'on a cherché à faire taire, on peut remonter au 19 septembre 2023. Donc, tu vois, c'était vraiment il n'y a pas longtemps, sincèrement... Voilà. C'était le cas d'Ariane Lavrieux, journaliste notamment pour Disclose, qui avait sorti une enquête de révélation très importante. Continuez Jackson, vous m'intéressez. Elle a révélé, notamment, je cite, comment des données collectées par un avion du renseignement français dans le cadre d'une coopération avec l'Égypte avaient été détournées par le Caire, conduisant à plusieurs centaines de morts de civils. Les citoyens français, les citoyennes françaises ont le droit de savoir ce que font les gouvernements en leur nom. Ils ont le droit de savoir où partent leurs impôts, dans quelles opérations militaires partent leurs impôts. Et si ça sert à tuer des civils, eh bien elles doivent le savoir. Pour ces révélations-là, Ariane Lavrieux a été interrogée pendant 39 heures, elle a été arrêtée, elle a été mise en garde à vue. On parle de 5 articles qui ont été publiés entre 2021 et 2022 concernant l'opération Sirli. Donc voilà un petit peu le contexte dans lequel elle a été interrogée, le contexte des révélations, le contexte journalistique, et elle fait état également de révélations sur la livraison d'équipements militaires de pointe à la Russie entre 2015 et 2020, malgré l'embargo européen. Clairement, on est sur des révélations touchy, comme diraient des bobos qui portent des chaussures en chanvre, mais c'est vrai que c'est assez tendu, et forcément, ça a interpellé le pouvoir qui a tout de suite voulu mettre l'éteignoir sur ces révélations-là. Mais Ariane Lavrieux n'est pas la seule. On a aussi cet exemple du 27 septembre 2023 avec ce procès qui s'est tenu, le procès du journaliste Alex Jordanov. Alors,
qui est un curieux personnage. On va pas se mentir, hein, avant de voir un petit peu l'étendue des dégâts sur cette affaire-là, sur ce procès-là. Bon, Alex Jordanov, c'est vrai que c'est un monsieur qui a été dans le milieu de la nuit, qui a eu des rapports houleux, qui avait tenté d'importer une bombe nucléaire pour prouver certaines choses. Enfin, on est sur un curieux personnage, mais quand bien même, Alex Jordanov est notamment l'auteur d'un livre qui s'appelle « Les guerres de l'ombre » de la DGSI, et c'est ce bouquin qui est au centre de son procès. Et oui, Libération nous l'a rappelé dans son édition du 26 septembre 2023. Il nous rappelle que Alex Jordanov a été arrêté d'abord en juin 2023. Et ce livre dont je vous parlais lui a valu 48 heures de garde à vue et des poursuites pénales. Là encore, on parle d'appropriation et de divulgation de secrets défense. On pourrait multiplier les cas de journalistes qui ont été attaqués de la sorte en justice, mais le point commun, c'est qu'à chaque fois, on retrouve cette notion de secret défense. On a ces mots-là, et donc, vous connaissez votre serviteur. Chien truffier, ascendant pangolin, à poil long, parce que c'est l'hiver, à un moment donné, on a froid au fion. Et donc, j'ai cherché. J'ai cherché, parce que le secret défense comme justification, c'est bien, mais ça commence où et ça s'arrête où? Et c'est vrai qu'on est face à une règle qui est très floue. Trop flou, hein. Voilà déjà ce qu'en disait une vidéo publiée sur Brut, la chaîne YouTube de Brut, c'était le 31 janvier 2018. La notion de secret défense est destinée à protéger les intérêts de l'État et de la nation. On apprend en creusant que cette notion de secret défense, sa mise en branle n'est contrôlée par aucun magistrat ni aucune autorité indépendante. L'estampille secret peut être apposée a posteriori pour empêcher un juge de fourrer son nez dans un dossier. C'est en gros assez simple. Demain, vous avez des révélations qui vont entraîner une enquête où un juge va vouloir avoir des preuves concernant par exemple un scandale d'État. On peut apposer le tampon secret. Terminé, le juge ne peut plus foutre le pif dedans. Et on a un outil qui est lié à cette notion de secret défense, c'est le conseil de défense. Voilà, les mots sont souvent similaires. Ce terme de conseil de défense, là encore, on l'a beaucoup entendu, notamment avec le Covid-19, et on est loin d'une petite réunion sympa où tu as un paperboard et on va décider des bits à la fin quand on est un petit peu aviné. Non, là vraiment, c'est le sommet de l'ogive nucléaire. Alors, soyons bien clairs, je vous le disais tout à l'heure, toutes ces notions-là ne naissent pas avec Emmanuel Macron. On peut lui faire plein de reproches, mais pas tous à la fois non plus. Voilà, ces notions-là de secret défense, de conseil de défense existaient bien avant. Oui. Par exemple, l'apparition de ce qu'on appelle ce conseil de défense est née suite à la volonté de mettre en place une nouvelle mouture de Nicolas Sarkozy. C'était en 2009. On avait une instance qui existait déjà, mais Sarkozy a voulu changer à la fois les règles, à la fois le nom, et c'est pour ça qu'on parle depuis de conseil de défense. Donc ça naît bien avant Emmanuel Macron. Alors, initialement, c'est le cas à peu près depuis le début de la Ve République, après ça a été petit à petit modifié jusqu'à cette grosse modification de Sarkozy, le Conseil de défense est un rendez-vous annuel, normalement, qui vise à, je cite, « fixer les orientations en matière de programmation militaire, de dissuasion, de conduite des opérations extérieures, de planification des réponses aux crises majeures, de renseignement, de sécurité économique et énergétique, de programmation de sécurité intérieure, concourant à la sécurité nationale et de lutte contre le terrorisme. » Bon, il y a beaucoup de choses. En gros, ce qui échappe sont les règles du rugby, et la taille réglementaire des cloches au salon d'agriculture. Ouais, ils discutent quand même de beaucoup de choses dans ce conseil. Ouais, c'est pas faux. On a assisté à une grosse accélération de l'usage du conseil de défense, qui ne va plus être du tout seulement annuel, on va en avoir de plus en plus. En 2016, sous François Hollande, on en a 32, en 2017, on en a 42, et c'est vrai qu'Emmanuel Macron, il aime bien. Il aime beaucoup le conseil de défense, on peut lire dans la presse, dans différents articles que vous retrouverez en source, il en tient un par semaine. Alors on va entrer dans le vif du sujet, parce que vous doutez bien que ce conseil de défense n'est pas une réunion anodine. Je vous parlais de secret défense, on est absolument dans le même problème, on est face au même problème. Vanity Fair, dans un article du 28 octobre 2020, nous apprend que les membres présents dans les conseils de défense, je cite, « On leur donne alors un bloc-notes dont chaque page est barrée par un secret défense en lettres capitales rouges. Attention à eux, ils ne doivent en aucun cas laisser traîner des feuilles volantes. Les notes sans importance sont détruites, tandis que les autres documents sont placés dans un coffre-fort bien gardé. » Et donc vous me voyez venir, avec mes gros sabots, je chose du 45, on est sur un joli coup de tatane. Le problème du Conseil de défense, c'est que tout ce qui est dit est secret défense. Donc personne ne peut avoir accès à ces archives, tout simplement parce que la plupart du temps, il n'y en a pas. Et donc, on l'a vu au moment du Covid-19, où il y a eu un conseil de défense sanitaire qui a été mis en place. On ne sait pas ce qui s'est dit, on n'a aucune trace des échanges parce que c'est
secret défense, et quand bien même demain des journalistes voudraient faire des révélations sur ce qui a été dit, eh ben ils ne pourraient pas, parce que ce serait secret défense, et on voit tout le spectre en fait de ce secret défense qui s'est énormément élargi et qui permet tout, c'est tout le problème, on est dans le top secret, ce qui donne lieu aujourd'hui à des situations complètement dingues. Vous avez la Cour de justice de la République qui a poursuivi Agnès Buzyn, Olivier Véran et d'autres, alors des poursuites aujourd'hui éteintes, ils sont simplement placés au statut de témoins assistés, mais comment faire pour aller au bout de ces enquêtes alors que de toute façon, tout est secret défense? Ça n'aurait pas pu aboutir si on s'était contenté de ce qui avait été dit dans les conseils de défense en présence de ces gens-là, donc on voit bien que ces poursuites, depuis le début, presque étaient nulles et non avenues. Je suis bien d'accord avec la grosse. Alors, on récapitule avant d'aller dans la dernière grande partie de cette vidéo. On a une notion de secret défense qui pose d'énormes problèmes pour les journalistes qui voudraient simplement faire leur boulot et révéler des scandales d'État avec à l'appui des documents classés top secret, ce qui est souvent au cœur d'ailleurs des grands scandales d'État. C'est rarement des choses qui sortent dans télé-loisirs pour les révélations. Donc on a un gros problème par rapport à ça. Et on a en plus une méthode de gouvernance qui n'est certes pas née avec Emmanuel Macron, mais qui a été accélérée avec le recours permanent au Conseil de défense. Comme ça, tout est classifié, tout est secret. Et il ne peut pas y avoir de conséquences aux décisions qui ont été prises dans ces moments-là. Alors, du coup, est-ce qu'on peut parler de censure? Ah là, non, parce que c'est le mot qui fâche. Il y a ce mot qui fâche et il y a chipolata vegan. Moi, c'est vraiment les deux mots qui m'énervent beaucoup. Peut-être plus d'ailleurs chipolata vegan, mais c'est un autre débat. Alors, l'argument classique quand on parle de censure en France, c'est de dire « Ouais, allez voir en Corée du Nord si c'est pire ». Si on fait ça, c'est pas pour emmerder le monde. Oui, mais d'ici là, on a de la marge. Le problème, c'est quand on va se dire « Allez voir en France si c'est pire ». Voilà, il faut faire attention. C'est pas parce que c'est pire ailleurs qu'il faut faire en sorte de se mettre à leur niveau. Voilà, il faut préserver ce qui était bien avant. On peut rester en France, c'est bien, tu vois. Et le problème, c'est que quand on cherche un petit peu pour voir ce qui est pire ailleurs, ben on voit que la France n'est pas un exemple non plus. Alors c'est vrai que quand on regarde, par exemple, le classement Reporters sans frontières de la liberté de la presse, la France, sur le classement 2023, est 24e. Ouais. On était 26e en 2022. Voilà. Bon, là, on est encore derrière le Costa Rica, mais pour te dire que c'est quand même pas giga zinzin notre classement. Mais tout ça va encore un petit peu plus loin, pour vous dire quel est le comportement réel de la France qui brouille un petit peu les pistes dans ses frontières et en dehors. Le 3 octobre dernier, on apprenait que le Parlement européen examinait un texte visant à préserver et à renforcer le pluralisme et l'indépendance des médias. L'objectif est clair, c'était d'obliger les États membres à garantir la pluralité des médias et à protéger leur indépendance face aux ingérences gouvernementales, politiques, économiques ou privées. Pour une fois, l'Union européenne fait un truc quand même pas trop mauvais, on va pas cracher dessus. Et d'après le Canard enchaîné toujours du 27 septembre, on apprenait que le gouvernement français s'y est opposé, je cite, « au nom de la sécurité nationale ». Décidément, ça revient quand même beaucoup, cette histoire. Hasard Balthazar, le même jour, c'est-à-dire le 3 octobre, Emmanuel Macron a inauguré les États généraux de l'information, avec cette volonté d'Emmanuel Macron de légiférer dans ces terres, de légiférer en France. Alors, on a quand même quelque chose qui est un petit peu problématique. L'Union européenne légifère sur le même sujet en même temps, et on a Emmanuel Macron qui veut faire son petit château de sable dans son coin. Alors, ça ressemble quand même à un foutage de gueule assez clairement assumé d'un Emmanuel Macron qui, sur certains pans de la politique, n'hésite pas à agir seul et dans son coin, avec des enjeux qui sont quand même centraux. Là, on parle de liberté et d'indépendance des médias. Mais c'est vrai que ce cavalier seul de la France sur ce sujet-là est extrêmement intéressant et là encore ne date pas d'Emmanuel Macron, ça remonte encore avant. Pour vous donner un petit peu la frise chronologique, le 4 janvier 2010, on est sous Nicolas Sarkozy et le gouvernement mené par François Fillon va alors être obligé par la Commission européenne des droits de l'homme à faire une loi sur le sujet, sur la question de l'indépendance des médias, et la France va légiférer avec un énorme trou dans la raquette. Dans le texte, il est dit « Il ne peut être porté atteinte directement ou indirectement au secret des sources que si un impératif prépondérant d'intérêt public le justifie. » C'est facile à dire, Scusi. Donc on voit une fois de plus ces termes qui semblent complètement anodins, mais qui sont très importants en matière législative comme là. On parle d'impératif prépondérant d'intérêt public. Alors qu'est-ce que l'intérêt public ? Ça, c'est pas expliqué. Ça, c'est pas expliqué. Sous François Hollande, le 30 novembre 2011, nouvel arrêté ministériel qui précise « L'infraction de compromission est constituée même si la divulgation n'est pas réalisée mais seulement rendue possible ». Donc pour vous expliquer la situation ubuesque que nous avons en France, aujourd'hui vous avez un journaliste d'investigation à qui on va remettre des documents top secrets sur un scandale d'État à révéler. Quand bien même ce journaliste ne publie rien, qu'il décide de cacher les documents chez lui, il peut quand même être arrêté pour détention simple de documents
top secret, c'est ce qui est dit. L'infraction de compromission est constituée même si la divulgation n'est pas réalisée. Pour le simple fait d'avoir ces documents en sa possession, il peut se faire attaquer en justice. Donc on résume, vous avez compris la situation complètement folle de ce qui se passe en France. Les grandes affaires naissent souvent du journalisme d'investigation et des secret défense, des documents secret défense. Vous le savez, c'est le cas en France, mais c'est le cas, ça a été et c'est encore le cas dans de nombreux pays à travers le monde. Et bien aujourd'hui, en France, se pose la question de comment faire pour tout révéler quand presque toutes les décisions importantes, presque tous les documents importants sont classés secret défense et donc ne peuvent être utilisés dans le cadre d'investigation. Et face à cela, le pouvoir français détient aujourd'hui deux grands leviers, deux armes nucléaires qui sont assez monstrueuses, faire pression sur les journalistes qui bossent et ou tout mettre en secret défense pour interdire le boulot. On peut parler d'un cadenas. Alors, sur ce coup-là, c'est vrai qu'on est dans du pur juste milieu, parce que ce serait malhonnête intellectuellement de tout mettre sur la responsabilité d'Emmanuel Macron. En revanche, on voit bien que ce soit Hollande ou Sarkozy, ces différents présidents ont profité et ont renforcé ces dispositifs législatifs, et Emmanuel Macron n'en est que l'heureux successeur aujourd'hui. Donc au moins, gauche, droite, Macron, tout le monde est content. Alors, est-on en dictature? J'aimerais finir sur cette question, parce que c'est vrai que moi, je sais pas, je me pose la question, et j'aimerais écouter la définition d'un grand penseur et voir comment lui-même définissait la dictature. Mais allez en dictature. Une dictature, c'est un régime où une personne ou un clan décide des lois. Une dictature, c'est un régime où on ne change pas les dirigeants, jamais. Si la France, c'est cela, essayez la dictature et vous verrez. Donc voilà les copains pour cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux si ça vous a intéressé et que vous pensez que ça peut intéresser d'autres gens, n'hésitez pas à la partager, on a besoin de votre soutien et de votre relais. En attendant, vous pouvez découvrir les autres vidéos juste milieu et vous abonner, vous connaissez la salade. Allez, moi je vous embrasse, à bientôt.